est 20h15. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. L'économie inclusive et le leadership féminin des thèmes au cœur du Women's Forum Canada 2018 qui s'est clôturé hier. Le Maroc qui était représenté par son Altesse Royale la Princesse Lalla Hsna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. La République démocratique du Congo doit de nouveau faire face à Ebola. La 9e épidémie s'est déclarée dans une région frontalière avec le Congo-Brazzaville. 34 cas ont été rapportés. Le directeur général de l'OMS a fait le déplacement. C'est l'un des grands symboles de Qal'at Nkouna. Il s'agit évidemment des roses, célébrées dans un festival qui en est à sa 56e édition. Un rendez-vous qui veut développer la culture de cette ressource importante pour toute la région. Son exploit est de taille. Il est le premier Marocain à avoir gravi le mont Everest et ce n'est que l'une de ses nombreuses aventures. Cette fois-ci, Nasser Ben Abdeljelil ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière, celui de la scène au Megarama de Casablanca. Madame, Monsieur, bonsoir. Le rôle des femmes dans le développement d'une économie inclusive, surtout dans les pays du Sud, un thème au centre des travaux du Women's Forum Canada 2018 qui s'est clôturé hier au cours de cette rencontre cruciale qui prépare le prochain sommet du G7. Le Maroc était dûment représenté par son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hsna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Reportage à Toronto de Nzahab Azizi et Amin Hiddou sur un récit de Rita Saha. Dans une ambiance très bonne enfant, ces 700 femmes leaders venues des 4 coins du monde ont échangé leurs idées et leurs expériences dans de nombreux domaines lors de la clôture du Women Forum. Développement durable, questions sociales ou encore économie, autant de sujets évoqués lors de cette rencontre qui a permis de porter haut et fort la voix de la gente féminine. Le forum regroupe plein de gens, des femmes exceptionnelles, des femmes qui sont très inspirantes pour nous. Ça va nous amener énormément de réflexions qu'on va essayer de transformer ultérieurement en plan d'action. Mais on a plein d'idées, plein de points qui peuvent être transmis à nos gestionnaires parce qu'il faut aller parler de ça dans nos entreprises. Il faut aller transmettre le message à nos gens. Durant ces 2 jours, le rôle des femmes dans les pays du Sud a été mis en avant. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hsna, a d'ailleurs tenu à leur rendre hommage, notamment pour leur combat en Afrique. À l'issue de ce forum, plusieurs recommandations ont été émises. Le mérite dans les leaderships, dans les grandes entreprises, dans la gouvernance, parce qu'elles peuvent avoir le pouvoir de faire avancer les choses. Ça, c'est la première grande recommandation. Il y a aussi des recommandations importantes que nous allons faire sur des lois extrêmement sévères contre le trafic humain, et notamment le trafic des femmes. Et on va aussi, bien entendu, faire des recommandations sur l'éducation, parce que c'est de l'éducation qu'on peut permettre aux femmes d'accéder aux emplois. Après Toronto, dans quelques semaines, c'est à Charlevoix au Québec que nombre de ces décideurs politiques devraient se rencontrer pour le sommet du G7. Le climat devrait être l'un des thèmes prépondérants lors de cette rencontre. Arrivé aujourd'hui pour une visite privée au Maroc du roi du Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, à sa descente d'avion à l'aéroport de Rabat Saleh. Il a été accueilli par son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid. Après avoir passé en revue un détachement des forces royales qui rendait les honneurs, le souverain bahreïni a été salué par le wali de la région de Rabat Saleh Kenitra, le président du conseil de la région, ainsi qu'un nombre d'autres personnalités. Nous ouvrons la page internationale avec les premières législatives depuis la défaite de Daesh en Irak. Les électeurs ont voté aujourd'hui pour décider si le Premier ministre Haïdar al-Abadi serait maintenu au pouvoir après avoir chassé les extrémistes. Les premiers résultats de ce scrutin qui s'est déroulé sans incident devraient être révélés d'un instant à l'autre. En revanche, ce qui se précise, c'est le taux de participation. Selon les observateurs, il semble faible, à l'exception du Kurdistan et de l'ancien fief de Daesh, la région de Mossoul. Rizlan Taibi. Plus de 900 000 policiers et militaires ont été mobilisés dans le pays. Même si les violences sont en baisse continue après que l'organisation État islamique a été chassée de la quasi-totalité du territoire, Bagdad ne lésine pas sur les moyens pour assurer la sécurité des 24,5 millions d'électeurs. Les 329 sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix et les candidats élus en fonction de leur position sur les listes. Nous souhaitons un vrai changement. Nous avons vécu 3 ans de guerre et de terrorisme à cause de Daesh.
La configuration de ce scrutin est inédite car pour la première fois, les partis chiites se présentent en rang dispersé. La parcellisation de cette communauté devrait toutefois pas changer l'équilibre des forces entre les communautés dans un système calibré pour qu'aucune formation ne soit en position dominante afin d'éviter le retour à la dictature. Autre nouveauté, les Kurdes risquent de perdre au moins une dizaine de sièges sur les 62 de la législature précédente et leur statut de faiseur de roi. En rétorsion au référendum d'indépendance de septembre, Bagdad leur a repris les zones disputées, dont la province pétrolière de Kirkouk. Enfin, la minorité sunnite qui a dominé le pays jusqu'à la chute de Saddam Hussein il y a 15 ans devrait rester marginalisée. J'espère que la participation sera massive pour un Irak prospère avec de nouvelles élites politiques. Nous avons subi l'exil, la misère, la marginalisation. Il faut tourner la page maintenant. Le Premier ministre sortant Haïdar Abadi aborde ces élections sans garantie de succès, porté au pouvoir en août 2014 pour tenter d'en finir avec les pratiques jugées discriminatoires de son prédécesseur Nouri Maliki. Cet homme de compromis qui a inscrit à son bilan la victoire militaire contre l'organisation État islamique, l'apaisement des tensions interconfessionnelles et le maintien de l'unité territoriale du pays après le référendum d'autodétermination kurde. Après la proclamation des résultats sous 48 heures, la Constitution prévoit un délai maximum de 90 jours pour la formation du futur gouvernement. En raison de la multiplicité des listes, aucune coalition n'est à même de remporter les 165 sièges nécessaires à obtenir la majorité. Une crise politique secoue Madagascar depuis 21 jours, mais aujourd'hui l'Union africaine fait part de son optimisme pour trouver un accord entre les différents partis. L'institution panafricaine parle de l'ouverture prochaine de consultations de haut niveau pour le rapprochement des points de vue. Ces consultations devraient aboutir à un accord pour permettre la tenue de l'élection présidentielle au plus tard le 25 décembre. L'Union africaine insiste sur l'urgence de désamorcer la crise qui a commencé après l'adoption de nouvelle loi électorale jugée partiale par l'opposition. Dans l'actualité du continent également, Ebola qui réapparaît en République démocratique du Congo. Le pays doit désormais faire face à sa 9e épidémie de cette fièvre hémorragique. Elle a refait surface dans une région frontalière avec le Congo-Brazzaville. 34 cas ont été rapportés dans cette zone jusqu'à maintenant. Pour soutenir la mobilisation contre cette maladie, le directeur général de l'OMS a décidé de faire le déplacement. Tariq Boukhati. Ces médecins se préparent à désinfecter les abris où sont recueillies les personnes atteintes du virus Ebola. Mises en quarantaine ces dernières patientes faute de mieux, Médecins sans frontières alerte sur l'épidémie qui a déjà fait 18 morts dans le nord de la République démocratique du Congo. L'alerte a été donnée au niveau national, reste dorénavant l'arrivée du reste du dispositif. Mardi 9 mai, le ministre de la Santé a déclaré officiellement l'épidémie Ebola. Les autorités congolaises et l'OMS ainsi qu'MSF sont déjà en discussion afin d'avoir les vaccins disponibles. Ces vaccins ont déjà été utilisés lors de l'épidémie de 2014 en Sierra Leone et en Guinée. 3 membres du personnel soignant ont été infectés, dont un qui serait proche d'une mort certaine. Le directeur de l'OMS est attendu aujourd'hui pour soutenir le plan de riposte à l'épidémie, mais reste très prudent sur son efficacité. C'est une situation absolument désastreuse en termes d'infrastructures. Il y a très peu de routes pavées, un très faible accès à l'électricité, de très mauvaises installations sanitaires. Et comme je l'ai mentionné, la seule façon d'apporter une réponse sérieuse à cette épidémie serait un pont aérien. Juste pour vous donner une idée, nous parlons d'une zone de 280 km. Un pont aérien serait en effet souhaitable. Le virus avait fait plus de 11 000 morts entre 2013 et 2016, principalement en Guinée, au Libéria et au Sierra Leone. En attendant l'arrivée des vaccins, les médecins, eux, continuent tant bien que mal de sécuriser les zones atteintes par l'épidémie pour tenter d'endiguer sa propagation. Sachez à présent que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances à la famille de feu Cheikh Isiakou Rabiou, calife de la Tariqa Tijaniya à la République fédérale du Nigeria. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle de la disparition du regretté. En cette douloureuse occasion, Sa Majesté le roi dit se remémorer avec une grande considération les qualités humaines de feu Cheikh Isiakou Rabiou ainsi que son attachement aux préceptes de l'islam et aux valeurs de tolérance.
Dans l'actualité politique marocaine, ouverture d'un congrès aux multiples enjeux pour le Parti du Progrès et du Socialisme. Avant la réélection attendue dans la soirée du secrétaire général, les militants du PPS ont choisi les membres du comité central. Ce 10e congrès national a aussi permis aux congressistes de parler de l'avenir du parti en adoptant un projet de thèse politique. Le reportage est de Yassine Gouindi et Saïd Benzizo, commenté par Tariq Boukhati. Renouvellement des instances et rénovation de la ligne politique du parti. C'était l'ordre du jour du 10e congrès du PPS qui s'est ouvert aujourd'hui à Bouznika et lors duquel les militants ont été appelés à se prononcer. Un exercice de démocratie interne qui a débuté par l'élection de quelques 350 membres du comité central. Les nouveaux membres élus du comité central vont maintenant voter pour élire le secrétaire général du parti, et ce dans des conditions optimales. C'est au travers d'un vote à bulletin secret que les membres du comité central éliront le prochain secrétaire général. Deux candidats sont en lice, Nabil Ben Abdallah, secrétaire général sortant, et Saïd Fkek, membre du bureau politique. Ce nouveau souffle démocratique incarne l'âme profonde du parti, mais également celui de notre appartenance à la patrie. L'identité du futur secrétaire général du PPS ne sera connue que tard dans la soirée. Candidat à sa propre succession, Nabil Ben Abdallah semble être largement favori. Il est apparu sur la toile. Le hashtag Muqati'oun continue d'alimenter les débats sur les réseaux sociaux. Les internautes expriment leur point de vue sur le boycott de produits de consommation comme le lait, l'eau minérale et les carburants. Entre ceux qui soutiennent ou qui critiquent cette campagne, les avis divergent. Je vous propose de découvrir les arguments de ces Marocains qui saluent le mouvement. La plupart, vous verrez, dénoncent des prix trop élevés. Un reportage de Jada Berdan et Samir Bouhmidi sur un récit de Salim Abnabou. Ils sont nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, les yeux rivés sur leur smartphone, à commencer par ceux qui soutiennent la campagne de boycott. À travers le hashtag Muqati'oun, des Marocains ont fait du bruit sur la toile et le font savoir. Je soutiens cette campagne de boycott et je continuerai à boycotter tant que les entreprises concernées ne communiquent pas. Le boycott continue. Cette campagne émane d'un mouvement purement populaire. C'est la voix du peuple. La nouvelle génération a un attachement profond à sa patrie et exerce son sens patriotique. Les réseaux sociaux, un canal également pour les boycotteurs pour exprimer leurs revendications sociales et dans le même temps dénoncer un coût de la vie jugé trop élevé. Je soutiens cette campagne de boycott car c'est dans l'intérêt du peuple. Les prix sont trop hauts et augmentent régulièrement. Il est de notre devoir d'agir et de dire stop. Une certitude, la dynamique sur la toile se poursuit, mais pour le moment, difficile de mesurer quels sont les effets d'une telle mobilisation, tant sur les plans économiques et sociaux. Et tous ces arguments ne sont pas convaincant aux yeux de ceux qui se disent contre ce mouvement. Les détracteurs de cette campagne dénoncent, vous verrez, un boycott arbitraire et se demandent pourquoi cibler 3 marques en particulier. Le reportage est de Abdel Fattah Moumen sur un récit de Rizlan Tayyibi. Les pages des réseaux sociaux appelant au boycott ont suscité le ricanement de nombreux Marocains. Il y a 3 semaines, ils ont découvert avec étonnement cette campagne dont ils ignorent les instigateurs. La stupéfaction a ensuite cédé la place à l'incompréhension et surtout à l'indifférence la plus totale. Cette campagne est préjudiciable pour tout le pays. Les premiers à en subir les conséquences sont les employés des entreprises boycottées. Les classes sociales les plus défavorisées sont les principales victimes. Ils ont ostracisé des entreprises précises. Est-ce qu'ils ont des problèmes avec ces sociétés? Pourquoi la campagne n'a pas été généralisée? Pourquoi ces personnes n'ont pas directement acheté leurs produits chez l'agriculteur directement? Impassibles devant une campagne qui a pris de l'ampleur, certains ont continué à faire leurs emplettes, abstraction faite des marques des produits. Moi, personnellement, j'achète le lait sans regarder la marque. C'est un produit indispensable
pour mes enfants, un produit nécessaire. Je ne voulais pas les pénaliser. Produit nécessaire dont le prix n'a subi aucun changement depuis 5 ans et qui fait vivre 120 000 agriculteurs agrégés dans le réseau de collecte de lait. Pour ne pas causer d'énormes pertes à ce secteur et au tissu économique national, beaucoup de Marocains ont donc choisi de boycotter le boycott. C'est l'un des grands symboles de l'agriculture solidaire à Qalat Mgouna. Il s'agit bien entendu des roses célébrées dans un festival qui en est à sa 56e édition. Un rendez-vous dont la finalité est de valoriser les produits du terroir et de développer la culture de la rose à parfum, une ressource importante pour la région de Dar'a Tafilalt. Voyez ce reportage de Hassan Blalim commenté par Salima Benambou. Le long des routes, sur les murs de la ville, la rose est partout à Qalat Mgouna. La Reine des Fleurs a même son propre festival. Il attire chaque année des centaines de passionnés ou curieux venus voir les roses, mais aussi les exposants présents lors de cet événement. Une belle vitrine pour les professionnels du secteur. Les femmes se lèvent très tôt le matin, bien avant le lever du soleil, pour récolter les fleurs. Par la suite, les pétales de rose sont hydrodistillés. Nous obtenons une couche d'eau et de l'eau de rose à la surface. 6 petits producteurs ont été médaillés pour la qualité de leurs produits et la continuité de leur travail. L'eau de rose la plus prisée obtient la majorité des prix. Lors de cette première journée, nous avons bien évidemment récompensé les meilleurs producteurs. Encore une fois, cette année, nous avons réuni des dizaines d'exposants qui proposent au public de découvrir aussi bien des produits cosmétiques que des produits du terroir. المنتوجات المجالية وعندنا كذلك بعض المنتوجات ديال الصناعة التقليدية. Les curieux ont jusqu'à dimanche pour profiter de cette fête des couleurs et du programme fait de chants et de danses traditionnelles. Son exploit est de taille, il est le premier Marocain à avoir gravi le mont Everest et ce n'est que l'une de ses nombreuses aventures. Cette fois-ci, Nasser Ben Abdeljelil ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière, celui de la scène. Au Mégarama de Casablanca, l'aventurier raconte ses périples aux 4 coins du monde dans un récit émouvant. Voyez ce reportage de Rita Saha et Hicham Chikdal. Comme s'il s'apprêtait à gravir l'Everest une nouvelle fois, Nasser Ben Abdeljelil se prépare à affronter l'inconnu. Vêtu de sa combinaison et de son casque fétiche aux couleurs du Maroc, l'alpiniste est fin prêt à relever ce nouveau défi. Pour donner du réalisme à son show, l'aventurier arrive essoufflé face à son public, avec une belle touche d'humour dès le début du spectacle. Parce qu'en fait, c'est un nouvel Everest pour moi, c'est un nouveau challenge. J'aime bien me lancer des challenges. Donc là, c'est aussi le challenge de partager ses expériences, ses expéditions avec le plus grand nombre, mais aussi ne pas me prendre au sérieux, donc aussi de façon assez marrante. Et il y aura aussi beaucoup d'émotions avec pas mal de vidéos. Ses premières minutes sur le toit du monde ou encore son périple au pôle Nord, l'un des plus difficiles. À travers ses vidéos, Nasser nous raconte ses plus belles aventures. De véritables leçons de vie qui ont changé sa manière de voir les choses, une expérience atypique qu'il a tenu à partager avec un large public. Si j'arrive à cet objectif de 8848 mètres, ok, je vais atteindre cet objectif. Son impact sur le web déjà, avant qu'on ait assisté à un de ces événements, est un impact très positif qui nous pousse à aller de l'avant. Le titre parle déjà de l'objectif que nous attendons déjà nous en tant que spectateurs, et puis je pense Nasser lui-même, du fait de pouvoir réaliser qu'on peut visualiser ses rêves. Je voulais voir ce spectacle parce que je savais que j'allais ressortir de la salle avec des ondes positives et que j'allais revivre les sensations qu'il a vécues dans l'Everest. Se dépasser pour atteindre ses objectifs, c'est le message que tient à faire passer Nasser depuis le Népal. Ce féru de sport extrême avait d'ailleurs envoyé tout son soutien aux amis du ruban rose. Une partie des fonds de son spectacle ont été reversés à cette association qui vient en aide aux femmes atteintes de cancer du sein. Ça me fait plaisir que Nasser nous soutienne. Il nous a toujours soutenus depuis le début. Le fait qu'il ait fait cette vidéo là-haut, du sommet, du plus haut sommet du monde, nous a vachement réchauffé le cœur, nous a donné beaucoup de force. Pendant plus d'1 heure, l'aventurier donne au public tous les secrets pour atteindre des sommets et lui offre un véritable tour du monde
monde. Des péripéties exceptionnelles qu'il devrait bientôt raconter dans son premier livre, l'occasion de faire rêver les amoureux de voyage et d'aventure. Et avant de fermer ce journal, je rappelle que nous gagnons 1 heure de sommeil en plus à partir de ce soir. Nous repassons à l'heure légale GMT à 3 heures du matin. À moins d'une semaine de Ramadan, l'heure sera donc retardée de 60 minutes. C'est ce qu'a annoncé le ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce journal, Ebola qui réapparaît en République démocratique du Congo. Le pays doit désormais faire face à sa 9e épidémie de cette fièvre hémorragique. Elle a refait surface dans une région frontalière avec le Congo-Brazzaville. 34 cas ont été rapportés dans cette zone. Pour soutenir la mobilisation contre cette maladie, le directeur général de l'OMS a décidé de faire le déplacement. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur 2m.ma et sur l'application My2M à 21h15. Hicham El Ralfaoui vous retrouve pour El Massaïa. Excellente soirée à tous sur notre antenne.